Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Aujourd'hui, mon invité est un docteur en génétique cellulaire et le moine bouddhiste le plus célèbre en France, même s'il vit depuis 50 ans dans l'Himalaya. Il est l'interprète français du Dalai Lama depuis 20 ans et photographie les maîtres spirituels, les monastères, l'art et la nature. Auteur de nombreux livres inspirants de photos, mais aussi de philosophie et de sagesse, notamment avec ses acolytes Christophe André et Alexandre Jolien. Mais c'est pour nous parler de son dernier livre, Émerveillement, qu'il me reçoit aujourd'hui à Paris. Vous aurez bien évidemment reconnu Mathieu Ricard. Bonjour. Bonjour. Alors dans ce merveilleux livre, on retrouve 100 photos inédites et faites par vous des sommets himalayens à la magie de l'Islande, en passant par les sentiers de Patagonie, le tout accompagné de textes engagés. C'est comme un cri du cœur en fait pour nous rappeler que les enjeux écologiques sont là. Et vous rendez en même temps hommage à la beauté sous toutes ses formes, c'est cela ? Oui, alors j'ai beaucoup, à travers la photographie, essayé de partager la beauté intérieure des êtres humains, qu'on sous-estime souvent. Alors celle des maîtres spirituels, qui pour moi est une évidence. Un maître spirituel, quel que soit ses traits, même s'il est très âgé, ce qui rayonne de cette personne, c'est beaucoup plus beau que tous les critères de beauté hollywoodiens ou de la statue grecque. C'est une beauté intérieure, de l'éveil, de la liberté intérieure. Puis il y a aussi la beauté d'un regard innocent d'enfant, d'un vieillard édenté au Tibet qui sourit de toutes ses dents qu'il n'a pas. Et donc ça, j'ai beaucoup fait ça. J'ai fait un livre qui s'appelle 108 sourires, pour donner quand même, sortir de cette syndrome du mauvais monde, comme quoi le monde serait mauvais, la nature humaine serait fondamentalement viciée, ce qui n'est pas le cas. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est mon amour inconditionnel et depuis toujours pour la part sauvage du monde, comme le dit la philosophe Virginie Maris. Je trouve que c'est un très beau terme, qui est cette part qui reste encore immaculée dans certains endroits du monde et qui nous rappelle l'immensité de ces espaces, de ces ciels, de ces mers, de ces montagnes. Et aussi, ça correspond à un espace intérieur en nous. On peut dire que dans ces endroits, la méditation est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, récemment, j'ai accumulé un certain nombre de ces voyages pour des raisons, des circonstances diverses. Oui, c'était une de mes questions. Comment s'est fait ce livre ? J'avais envie de savoir un petit peu les dessous. Alors, si vous voulez, j'ai passé un demi-siècle dans l'Himalaya. Et puis, il y a des endroits qui me tentaient. Depuis tout petit, j'avais envie d'aller en Patagonie. C'est un rêve de gamin. J'ai toujours envie d'aller en Islande, mais vous savez, à un moment donné, on m'invitait beaucoup à droite à gauche à raconter des bobards à tous les coins. Le blabla moine, il y a le blabla car et il y a le blabla moine. Le blabla moine, c'est moi. Et donc, j'avais toujours envie d'aller en Islande, mais personne ne m'invitait. Alors finalement, il y a un congrès sur le futur de l'humanité ou un de ces trucs, comme il y en a beaucoup. Oui. J'ai dit, chouette, j'y vais. Et j'avais des amis qui étaient parmi les organisateurs. Ils m'ont emmené faire un petit tour. J'étais tellement émerveillé par cette beauté qu'un autre ami, Jean-François Rial, qui dirige Voyageurs du Monde, qui l'a été 17 fois. Il m'a dit, l'Islande, je m'occupe de toi, je t'envoie 12 jours avec un très bon guide et tu peux emmener un copain. Donc j'ai amené un ami qui est aussi un ancien réalisateur de télévision. Donc on a vraiment, grâce à ce guide, dans des endroits merveilleux, tranquillement. Et donc j'ai fait beaucoup d'images. Et je me suis dit, je vais pas faire un livre sur l'Islande. J'aimerais, c'est une bonne idée, mais en même temps, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Ouais. Et un matin, en me réveillant sur les hauts plateaux de l'Islande, il y avait de la neige, personne, il y avait la neige blanche sur la lave noire. Je me suis dit, pourquoi je suis là? En fait, c'est l'émerveillement. Et je me dis, l'émerveillement, voilà un thème qui me permettrait de réunir, sans même dire d'où viennent ces photos, sauf à la fin du livre,
la Patagonie, les rivières gelées du Yukon, voler au-dessus du delta de l'Irrawaddy en Birmanie, enfin tout ça. Et donc aussi écrire des textes, parce que voilà, écrire un texte sur l'islam, moi je sais pas trop quoi dire. Et du coup, voilà est née l'idée de ce livre. Et aussi, ça a été inspiré par une campagne des Verts en Allemagne, où, si vous voulez, bon, on sait quels sont malgré tout, ce qui risque de nous tomber sur la tête, qu'on a créé nous-mêmes, mais qui va être la source d'immenses souffrances en raison de ces bouleversements climatiques, de la perte de la biodiversité, etc. Et ils avaient fait une campagne en mettant dans la ville des photos très belles de nature. Et ça avait eu beaucoup d'impact. Et j'ai vu cette phrase aussi de Nicolas Hulot, l'émerveillement appelle le respect. J'ai dit oui, non seulement le respect, mais le respect, quand vous respectez quelque chose, vous voulez le protéger, en prendre soin. Et je dis voilà, donc si on est émerveillé par la nature, au lieu d'en être coupé constamment quand on vit dans les villes, eh bien on sera beaucoup plus enclin à vouloir prendre soin de ce monde, des autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, de la nature sauvage. Voilà, donc si vous voulez, c'est une humble contribution à ce vaste mouvement qui vise à essayer tant bien que mal, en dépit de la tiédeur des politiques et des intérêts des énergies fossiles et autres, à essayer d'être un petit peu raisonnable et, comme l'a dit Greta Thunberg aux Nations Unies, à ne pas trahir les générations à venir. Oui. Alors je vous cite, l'émerveillement nous fait sortir de nous-mêmes, il immensifie l'esprit et dilate le cœur, il nous emplit de la vaste et émouvante interdépendance des êtres et de la nature. L'émerveillement, ce que vous disiez, engendre le respect envers la nature sauvage. Alors qu'est-ce que vraiment l'émerveillement pour vous? Alors l'émerveillement, bon, c'est sur un moment assez, on appelle ça des moments magiques. Oui. En fait, c'est très simple. C'est que quand on se retrouve devant certaines personnes, ou dans un lieu, ou simplement quand on se trouve parfaitement bien au fond de soi-même, il y a un moment on peut appeler ça un moment de grâce, mais c'est un petit peu... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Exagéré. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs, je dirais, symptômes. Oui. D'abord, c'était sentiment d'immensité. Ça peut être une immensité intérieure, encore une fois, mais une immensité extérieure. La vastitude du ciel, de la mer, d'un paysage infini. Mais aussi, ça peut être l'immensité d'une mousse, avec tout ce qui se passe dans une mousse, avec toutes les couleurs différentes, des fourmis qui courent à droite, à gauche. C'est aussi une immensité dans le microcosme. Et puis, l'effacement du moi. Et ça a été, disons, observé dans des études de psychologie. Les gens qui ressentent de l'émerveillement ont un sentiment de réification du moi et du soi qui est moindre. Donc il y a une dissolution de ce sentiment exacerbé de l'importance de soi. Donc l'émerveillement, c'est le contraire de l'épidémie du narcissisme qui prévaut ces temps-ci. Donc il y a ça, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'interdépendance. Et quand vous vous sentez interdépendant, de là peut naître le sentiment de responsabilité universelle. Responsabilité vis-à-vis des plus démunis dans le monde, responsabilité vis-à-vis des autres espèces, responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Donc là, brusquement, ça prend une dimension tout autre. L'émerveillement, certes, est un moment, c'est-à-dire que on se trouve dans un paysage extraordinaire. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'extase. Là, quand vous le faites, il y a... Oui, mais c'est pas une extase brusquement. Je veux dire, on tombe dans les pommes. Mais au contraire, on peut être très lucide. On a un sentiment je me rappelle, Pierre Rabhi, quelqu'un disait, mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Il disait, mais moi, madame, le bois, je le touche tous les jours, la texture du bois. Donc avec l'émerveillement, on touche la texture de la lumière du ciel, on touche la texture des mousses, on touche la texture des glaciers qu'on voit devant soi qui brillent avec comme si c'était si présent, et en fait ils ont l'air si proches bien qu'ils soient si loin. Mais il y a quelque chose qui donne un sentiment de proximité grâce à cet sentiment d'appartenance, d'unité peut-être. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut pas se fixer, il faut pas vouloir le retenir à tout prix, mais on peut quand même le nourrir, parce qu'on peut retrouver cet état en nous et essayer, au travers du flow, ce que le psychologue Csikszentmihalyi a appelé le flow. C'est aussi des moments où le moi se dissout, où le temps passe, on s'aperçoit pas du passage du temps. C'est un moment de grande gratification intérieure, où l'attention est soutenue sans effort,
c'est assez joyeux, l'émerveillement. Donc on peut le nourrir et on peut le remémorer. Souvent, je ferme les yeux, je me vois sur le balcon de mon ermitage devant l'Himalaya. Et voilà, de nouveau, c'est un sentiment de paix intérieure peut revenir. Donc, je crois qu'à bien des égards, le contraire de l'émerveillement, c'est le désenchantement, c'est la lourdeur, c'est la dépression, c'est le renfermement sur soi-même, c'est la rumination. L'émerveillement, il rumine pas, il est totalement dans le moment présent, dans cette fraîcheur du moment présent. L'émerveillement, il n'a pas d'espoir de crainte, il n'a pas d'animosité, il n'a pas de jalousie. Donc c'est vrai, c'est aussi, il va de pair avec la liberté intérieure. Est-ce qu'il va de pair avec l'amour aussi? Quand je vous entends parler, il y a quelque chose... Alors, c'est très intéressant parce que moi, comme l'altruisme, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quand j'ai vu des études, d'ailleurs, d'un ami psychologue américain, qui a pas mal étudié le sentiment d'émerveillement, ils disent awe en anglais, il s'avère que lorsque les gens ressentent l'émerveillement, ils sont plus altruistes. Je dis ça, bingo, on est dans le bon. C'est aussi très très bon pour les enfants. Rachel Carson, qui a écrit Printemps silencieux, a écrit aussi pour les enfants en disant ils doivent aller davantage en nature parce que cette faculté d'émerveillement en regardant la voie lactée, etc. Ouvre le cœur et l'esprit des enfants. Et des études en Californie notamment ont montré que quand on emmène les enfants dans la nature et qu'on les laisse un petit peu s'émerveiller, quand ils rentrent après en classe et qu'ils sont plus créatifs, ils sont plus imaginatifs pour résoudre des problèmes parce qu'ils ont vu comment la nature est incroyablement complexe et en même temps cohérente et comment la nature résout des problèmes, comment les insectes résolvent des problèmes, comment tout ça s'agence avec une harmonie parfaite. Et donc, l'exposition à la nature est essentielle pour les enfants. On a vu aussi, au contraire, des enfants qui sont confinés dans les villes, que ceux qui sont entièrement grandis dans les villes, ils ont un risque accru de schizophrénie et de dépression. Ça a été un article dans le Lancet, une revue médicale scientifique anglaise. Donc, il y a matière à s'inquiéter quand il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle The Last Child in the Wood, le dernier enfant dans la forêt, qui fait état de cette déconnexion avec la nature. Je me souviens avoir été dans les Vosges et il y avait un arbre fruitier plein de cerises qui pendaient au-dessus de la route et je me dis, nous quand on était petits, on passait notre temps dans les arbres et mon hôte m'a dit, mais aujourd'hui les enfants ne grimpent plus dans les arbres. Ça m'a fait un choc, cette déconnexion de la nature. Oui, puis parfois ils sont même interdits dans les cours d'école parce qu'on dit que ça peut être dangereux, etc. Donc on sait aussi, alors il y a des études japonaises notamment qui montrent que de marcher en forêt pendant plusieurs jours est bon pour la santé. C'est pas un truc New Age, hein. Moi, je suis pas du tout le genre New Age. On m'a dit une fois que j'étais un bouddhiste New Age. Alors là, c'est complètement à côté de la plaque. Il y a l'excellent documentaire de ma copine Pascal Derme, Natura, qui a été fait justement, qui relate toutes ces études des fameux bains de forêt. Et il y a même des distinctions. Les forêts, par exemple, de conifères sont assez... les sapins, c'est assez... Plutôt, ça vous active l'esprit. D'autres comme les forêts, comme en Dordogne, ou avec des marronniers, ça calme plutôt l'esprit. Donc, je sais pas à quel point on peut dire ça, mais c'est sûr que si on vit immergé dans une forêt plusieurs heures par jour, moi je me promène beaucoup quand je suis en France, c'est un effet sur la santé physique et mentale. Alors pour revenir sur l'émerveillement, on imagine que quand on voit un paysage époustouflant comme ceux que vous avez photographiés, on a une sorte, vous faisiez tout à l'heure, cette espèce de respiration qui fait qu'on on a presque un choc d'émerveillement tellement c'est spectaculaire. Comment est-ce qu'on peut s'émerveiller au quotidien des petits riens? C'est-à-dire quand on n'a pas justement cette beauté sublime. Si vous voulez, je sais pas, moi, on peut s'asseoir sur un banc. Il y a quand même quelques parcs à Paris, ou même chez soi. Et alors là, essayer de plutôt regarder l'émerveillement intérieur. Et je pense que cet émerveillement, on en a largement disserté avec mes amis Christophe André et Alexandre Jolien sur vive la liberté. Donc la liberté intérieure, qui est vraiment un des états d'esprit ou mentaux qui est le plus émerveillant parce que c'est la liberté intérieure, elle est scintillante, elle est fraîche, elle est libre par définition et donc elle n'est plus sous le joug
tous les automatismes mentaux, les plus sous le joug, les pulsions d'attraction, de répulsion. Elle est libre des toxines mentales, de l'animosité, de la jalousie, de l'arrogance, de l'obsession, etc. Et donc, cet état est éminemment, on peut dire émerveillant, c'est un des qualificatifs qu'on pourrait lui donner, avec la fraîcheur, c'est assez lumineux, Oui. c'est une présence éveillée, et donc on peut rester tranquille comme ça pendant autant de temps qu'on veut, et c'est équivalent un peu de l'émerveillement qu'on peut ressentir devant un vaste paysage. Est-ce que l'émerveillement est aussi une forme de résistance au nihilisme, comme le dit bien votre ami Christian Bobin, et dont les textes sont aussi dans votre livre? Je le cite, dans la lumière du monde, l'émerveillement crée en nous un appel d'air, l'éternel s'y engouffre à la vitesse de la lumière dans un espace soudain vidé de tout. Alors, vidé de tout, je pense pas qu'il pense au nihilisme. Je pense qu'il pense à vider de toutes les cogitations mentales, les ruminations. Ah oui, bien sûr. Quand je parlais du nihilisme, c'était globalement. C'était pas lié à cette justement, citation. Évidemment, c'est réenchante le monde pour ceux pour qui il n'est pas enchanté. C'est ça. C'est vrai que, d'ailleurs, oui, c'est un remède à la dépression. Je me souviens un cas d'un psychologue qui travaillait avec des gens, personnes dépressives, et notamment une personne qui voulait absolument pas bouger de sa chambre, quoi. Il a réussi à la convaincre d'aller faire des randonnées. Et en rien de temps, en 3 semaines, en faisant 2 heures de randonnée par jour, tous ces miasmes confinés dans son esprit qui s'était rétréci et dans lequel tout est une tempête dans un verre d'eau, se sont dissipés dans l'immensité de la nature, quoi. Oui. Donc, l'exercice physique est un remède à la dépression. L'émerveillement, qui s'acquiert en marchant dans la nature est un remède à la dépression, sûrement, parce que qu'est-ce que vous allez aller ruminer si vous êtes dans ce genre d'état intérieur. Donc, voilà. Donc, tout ce qui peut aider à empêcher les automatismes mentaux, la rumination, l'espoir, la crainte, l'attraction, la répulsion, tout ce bavardage mental, radio mental FM, comme dit Alexandre Jolien, ou le blabla des neurones, comme dit Yonggi Mingyo Rinpoche, c'est vrai que c'est libérateur. Et donc, l'émerveillement va de pair avec la liberté intérieure. Est-ce qu'on est égaux face à l'émerveillement, ou est-ce qu'il y a un apprentissage, peut-être aussi, à apprendre à s'émerveiller dans le quotidien? Je crois pas je sais pas s'il y a des études qui ont été faites, savoir si tous les autres ont la même faculté. Je sais que pour le flow, c'est-à-dire l'expérience du flux, il y a des personnes qui, plus spontanément que d'autres, rentrent dans le flux. J'imagine que il y a des personnes qui peuvent être blasées devant un magnifique paysage. Je me rappelle, on était à une sorte de réunion sur les émotions, etc. À dehors de New York, dans la campagne. Oui. Et il y avait une des scientifiques qui venait de New York. Et elle me disait, j'ai hâte de retrouver la skyline, c'est-à-dire la ligne des gratte-ciel de New York. Elle me dit, quand je les vois, j'ai les larmes aux yeux. Alors, j'étais sidéré, j'ai presque envie de lui dire, moi, j'ai les larmes aux yeux aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, c'est pas la même canopée. C'est pas les mêmes larmes. Ouais. Moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Vous n'étiez pas sur les mêmes donc, si vous voulez, il y a des paradigmes. personnes, certainement, qui sont peut-être moins sensibles à cela, ça ennuie d'être dans la nature, mais je crois pas beaucoup. Si vous transportez quelqu'un devant le Fitzroy en Patagonie ou devant l'Himalaya ou dans certains endroits de l'Islande, comment est-ce qu'on pourrait être... même si on n'a rien à dire, on regarde ça et puis on s'imprègne de cet émerveillement. Alors Mathieu Ricard, si vous étiez une de vos photos, un paysage dans lequel vous aimeriez vous fondre, lequel serait-ce? C'est le ciel intérieur de la sagesse et de la compassion de mon maître spirituel. C'est un petit paysage qui est pas habituel. Ah non. Vous pouvez développer? Dans le bouddhisme tibétain, parce qu'on a un esprit qui est finalement assez fragmenté, assez rétréci et aussi confus. Ça, c'est pour ça que on essaie de s'en sortir. Oui. Tandis que quelqu'un qui a atteint l'éveil ou disons, une certaine perfection humaine, un esprit qui est vaste, qui est sans contrainte en raison de la confusion mentale, de l'égarement, qui est libre de tous ces poisons mentaux et qui est aussi libre de
cette espèce de voile qui est le contraire de la connaissance et de la sagesse, et qui est très vaste. On dit que c'est comme l'espace dans un petit pot, et puis quand les parois du petit pot se brisent, cet espace se fond à l'immensité du ciel. Donc il y a une pratique qui consiste à mêler son esprit comme ça, limité, au vaste esprit de sagesse et de compassion d'un maître spirituel, qui est peut-être notre propre maître. Et cette union est évidemment l'émerveillement par excellence. Alors, je suis désolé si c'est pas aussi évident que ça n'a l'air, mais voilà, pour moi, c'est ça l'émerveillement ultime. Vous avez le sentiment d'avoir gardé ce regard d'enfant en vous aujourd'hui? Oui, je sais pas si je qualifierais. Oui, c'est vrai, on dit qu'un enfant, on trouve dans les textes bouddhiques cette fraîcheur qui n'est pas prise dans les projections et les superimpositions mentales qu'ils nous font. Ça c'est beau, absolument beau, ça c'est laid, c'est moche, j'en veux pas. Ce sont des conditionnements, c'est des fabrications, des conditionnements ou des projections, des surimpositions que l'on ajoute à la réalité qui n'est ni belle, ni laide, ni rien du tout. Et on dit c'est comme un enfant qui rentre dans un temple, qui voit des fresques merveilleuses, il ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Donc il les regarde avec une parfaite innocence, mais sans jugement. Et donc c'est peut-être ce regard d'enfant de fraîcheur qui voit cette beauté, qui n'attache pas d'étiquette à tout cela. Donc si effectivement l'émerveillement ne pose pas d'étiquette, c'est un état très global. Hein, on dit pas je suis émerveillé parce que ceci, cela, parce que j'aime bien ce caillou, ce petit bout de ciel. Non, c'est l'ensemble qui vous émerveille. On est émerveillé. Pardon? On dit on est émerveillé. Oui, bien sûr, on est émerveillé. On ne fabrique pas, ça marcherait pas. Est-ce qu'il y a une expérience d'émerveillement particulièrement forte dont vous auriez envie de parler, Mathieu Ricard? Vous savez, moi, c'est toujours pareil. Je reviens toujours. Je peux évidemment parler de certains paysages incroyables au Tibet. Peut-être une expérience qui vous a saisi, comme ça. Alors, sur le plan de l'extérieur, c'est-à-dire qui correspond par rapport à ce livre de photos, et d'ailleurs c'est une photo qui n'est pas dans le livre de photos parce que je n'avais pas fait de photo ce matin-là. Je me souviens m'être assis un matin très tôt. On était au mois d'octobre, il faisait -10 la nuit, au bord du lac Manasarovar au Tibet. C'est près du mont Kailash, qui est un lieu extrêmement sacré dont on fait le tour. On passe un col à 6000 mètres. Mais ce lac est à 4300 mètres. Et donc on avait campé au bord du lac. Et le matin, au lever du soleil, je suis allé m'asseoir au bord du lac. Il faisait pas chaud. Oui. Et il y avait un silence absolument extraordinaire. Et à un moment donné, j'entends des canards écarlates. Et je regarde parce que ça venait, en que c'était tout près. Je regarde, je vois pas de canards parce que je suis ornithologue, donc je connais un peu. Puis à un moment donné, je vois très loin, peut-être à 1 kilomètre, 2 petits canards oranges qui étaient posés. Et le son avait en quelque sorte volé à la surface absolument comme un miroir du lac pour arriver jusqu'à mes oreilles. Et donc ça, on a l'impression à ce moment-là que la méditation est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a une fusion entre l'extérieur et l'intérieur. Et voilà, l'émerveillement, à ce moment-là, il est partout. Bon, à ce moment-là, je ne vais pas utiliser ce terme-là. D'ailleurs, les termes n'ont aucune importance, hein, mais c'est une belle expérience entre la connexion, la fusion entre l'expérience spirituelle et la nature. Et puis, les meilleurs moments d'émerveillement, c'est certainement, en ce qui me concerne, en présence de mes maîtres spirituels, que ce soit le Dalai Lama ou mes premiers maîtres, Kangyo Rinpoche, Khyentse Rinpoche, être assis en silence, en leur présence pendant des heures. C'est au-delà de toute description, mais pour moi, c'est les moments d'émerveillement de loin les plus profonds et les plus transformateurs. En tant que photographe, quel lien vous faites entre votre pratique de méditation, le méditant que vous êtes et le moine, et le regard que vous portez sur ce monde quand vous prenez ces photos? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Je ne veux pas trop faire des salamalecs sur la photo spirituelle et tout ça. Henri Cartier-Bresson a eu la bonté d'écrire une phrase à propos de mon premier livre qui était sur mon maître spirituel. Ça s'appelait L'esprit du Tibet, donc la vie et le monde d'Ego Khyentse Rinpoche. Et donc je lui ai montré le livre quand il était chez lui devant le jardin des Tuileries. Il l'a feuilleté très lentement en me disant « tais-toi ». Et puis il a regardé. Et puis je suis rentré en Inde et il n'y avait pas d'email à l'époque. Et puis, je reçois un fax au bout de 2 jours. Et il m'a dit, je me suis promis dans les jardins des Tuileries et cette phrase m'est venue. Et il disait, la vie spirituelle de Mathieu et sa caméra ne font qu'un. Alors, oui, bon.
Et de là naissent ces images fugitives et éternelles. Je crois que bon, c'est un magnifique compliment, mais en même temps, fugitive et éternelle, ça décrit bien un petit peu. C'est des moments magiques. Ça dure jamais la lumière. Ça change tout le temps, donc il faut vraiment être là. Et éternel parce qu'une fois qu'évidemment on les a pas captés, mais oui, on leur a donné une forme qu'on peut partager. On incarne quelque part. Et j'aime aussi beaucoup une autre forme de Cartier-Bresson à propos de la photographie, qui moi c'est tout à fait ça que je ressens. Il dit on ne prend pas des photos, c'est la photo qui vous prend. C'est-à-dire que quand vous êtes, des fois, je suis avec mon appareil et puis je me dis ah mais tu prends pas de photos. Je dis ben non je prends pas de photos. Pourquoi je prendrais une photo? Ça me dit rien. Voilà, c'est peut-être pas mal, mais c'est pas mon truc. Quoi. La lumière est pas là. J'ai pas envie de faire clac-clac à tout bout de champ. Puis à un moment donné. Oh là là! Et alors là, tous mes sens sont en éveil. Je me souviens une fois au Tibet, on roulait à 4000 mètres. On devait passer un col en voiture à 5000 mètres. Il était tard le soir, c'était des routes non goudronnées, tout le monde était crevé. Et on avait hâte de passer le col avant que la nuit tombe. Et brusquement, on débouche sur une hauteur et on voit un paysage incroyable. J'ai arrêtez-vous! Oh non, t'as déjà fait ça 1000 fois. Oh non, tu nous embêtes et tout. J'ai dit, écoutez, vous me donnez 20 secondes. J'ai descendu, j'ai posé l'appareil, j'ai fait exactement ce que je voulais et là j'étais parfaitement présent dans ce que je faisais et bon, j'ai eu la photo quoi. Ah, c'est comme un appel là. Oui, il y a quelque chose qui s'impose. Arrêtez, c'est le moment. Là. Et quand on était en Islande, on avait un guide formidable. Stop! Il y avait un petit coin de lumière sur des mousses, sur une pente noire de lave et ça vous saute aux yeux. Et ça, d'autant plus, vous observez avec le temps que vous êtes rentré dans une pratique de plus en plus profonde, peut-être, ou c'était déjà là ça a changé. Non, quand j'ai retrouvé des diapos quand j'avais 20 ans, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pas fichu ça à la poubelle, quoi? C'était nul. Oui, c'est ça. Et le regard s'éduque. Et il s'éduque beaucoup en voyant aussi le travail d'autres photographes. Moi, j'ai toujours un choc d'émerveillement. Il y a un livre particulièrement d'un photographe de Magnum qui s'appelle Ernst Haas, qui s'appelle La création. C'est un grand livre format à l'italienne. Et c'était un des premiers qui a fait ce genre de photos. Et c'était, voilà, je sais pas vous décrire, mais des reflets, des brumes, des feuilles avec avec un autre classe que simplement des brumes et une petite goutte de rosée sur une feuille. Il y avait quelque chose de plus. Et quand je regarde ces photos encore maintenant ou d'autres images que je vois parfois dans les aéroports, dans des livres d'images, je reste 5 minutes à m'imbiber de la beauté, de la composition, pas de manière conceptuelle, mais j'absorbe l'ensemble de la photo, de ce moment, et ça éduque mon regard, voilà. C'est le regard qui est éduqué avec ce supplément d'âme ou c'est la vastitude de votre intériorité qui s'est aussi tellement élargie, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui se concocte, j'imagine, à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on voit les choses, on voit quand il y a quelque chose qui vous attire et qui vous donne l'envie de faire une image, une photo. Et puis sinon, c'est pas la peine, quoi. L'émerveillement est-il une source d'émotion qui apporte un sentiment de complétude, contrairement à des plaisirs ou sensations plus ordinaires qui s'émoussent? Et vous avez je vais pas vous reciter, mais vous en parlez aussi dans le livre. Oui, dans le livre, aussi dans Plaidoyer pour le bonheur. Oui. Comme quoi, le bonheur, c'est pas une succession ininterrompue de sensations plaisantes. Ça, c'est une recette pour l'épuisement. C'est pas pour le bonheur, c'est une manière d'être. C'est une qualité d'être intérieur. Dans l'émerveillement, la liberté intérieure, la résilience, la force d'âme, la bienveillance, bien sûr, est au cœur d'une vraie bien-être. Alors, je trouve dommage parce que le mot mal-être est très fort en français. Oui. Mais bien-être, ça fait un peu yoga. Ça fait un peu canapé. Oui, ça fait un peu tarte bien-être. Il faudra enlever le tiret. Bien-être. Oui. Là, ça irait. Parce qu'en anglais, well-being, c'est bon. C'est vraiment une bonne définition du bonheur. Oui. Et puis, ils n'ont pas le mot pour mal-être. Il n'y a pas ill-being. C'est rigolo. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, oui, effectivement, une manière d'être qui se cultive, parce que chacune de ces qualités, contrairement au plaisir, se cultive. On peut cultiver la bienveillance, on peut cultiver la liberté intérieure, on peut cultiver la force d'âme. Et tout ça, ça se cultive. L'attention, la présence attentive, etc., etc.
On peut être pauvre si on sait s'émerveiller. On est riche, dit Bertrand. Alors vous prononcez son nom. Bertrand Vergely. Vergely, c'est ça. Oui. C'est vraiment ça. Si on sait s'émerveiller, finalement, on a tout. Bah oui, alors même parce que bon, c'est un tout petit peu différent, mais pour les jouets, par exemple, comme les enfants sont blasés ici avec des jouets très chers. Au Tibet, vous voyez des petits gamins qui ont juste une roue qu'ils ont fait avec un fil de fer, et puis ils guident ça avec un autre fil de fer, et ils courent dans la rue sur le chemin, en faisant rouler leur arceau de fil de fer. Ils sont absolument aux anges. Et on voit des gamins ici qui ont des trains, enfin je sais même plus ce qu'ils ont maintenant, ils ont des drones. C'est pas ça comme ça. Moi, j'ai jamais réussi à avoir un train électrique, mais ils ont hélas surtout beaucoup maintenant de téléphones. ça devient dingue. Ils ont des téléphones et mobiles. Ils sont blasés quand même. Ouais. Donc si vous voulez, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il disait Bertrand Vergely? Non, il disait on peut être pauvre si l'on sait s'émerveiller, on est riche en fait. On peut être riche si on ne sait pas s'émerveiller, on est pauvre. Donc, on passe à côté de l'essentiel, il dit. Si vous êtes, oui, la simplicité heureuse, ça rejoint on peut. Il dit on manque la beauté du monde. Exactement, voilà. Donc on est pauvre intérieurement, on est pauvre au point de vue de l'imagination, de tout ce qui était incroyablement nourrissant et gratifiant dans l'existence. Si on est complètement blasé du matin au soir, c'est mal parti, quoi. Et on peut, c'est pas un reproche, c'est pas un blâme, bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas cherché le bien-être, le bonheur là où il se trouve. On n'a pas cherché l'émerveillement là où il se trouve. Et on se complaît un peu dans des automatismes qui en fait vous minent plutôt qu'ils vous nourrissent. Aujourd'hui, Mathieu Ricard, on arrive à la fin de ce podcast. Hélas, vous êtes passionnant. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre pour le monde? Quel est l'important aujourd'hui pour vous? Moi, je veux transmettre, c'est pas moi. Je me prétends pas transmettre quoi que ce soit. À travers vos livres, partage, à travers ce livre, c'est quand même un partage. Il y a une forme de partage. transmission. Je préfère un petit peu un passeur d'idées. Oui, passeur. C'est beau, passeur. Entre le bouddhisme traditionnel. Alors moi, c'est drôle parce que des gens, j'entends, vous savez, des gens, ils sont amusants. Il y avait un article au Canada, Mathieu Ricard, le bouddhisme toc. Alors bon, moi j'ai traduit des dizaines enfin pas des dizaines, mais une bonne douzaine de volumes de textes tibétains. Parmi les bouddhistes, je passe pour un traditionnel assez pur et dur. Oui. Donc, si vous voulez, il est certain que j'ai tout à fait à cœur, notamment, on m'a un peu poussé à essayer de faire une sorte de cursus sur la méditation, à travers ce qu'on appelle une application maintenant, oui. Ça s'appelle Imagine Clarity. Et j'ai voulu le faire sérieusement, c'est-à-dire sur des bases de textes traditionnels, sur les paroles de mes maîtres, tout en les rendant accessibles à des non-bouddhistes, bien sûr. Mais toutes ces techniques, aussi bien pour cultiver la compassion, que la présence attentive, que l'équilibre émotionnel, que la présence éveillée, etc., etc. Donc, voilà, j'essaie de partager certaines choses, de les mettre à disposition d'un public occidental, sans pour autant les dénaturer, les édulcorer et en retirer la substance. Simplement, on peut pas aller dans toute la profondeur et la vastitude de la voie bouddhiste, mais il y a des choses qui sont éminemment utiles à qui veut, et sans être bouddhiste pour autant. Donc, c'est pas une dénaturation du bouddhisme, ce n'est pas du bouddhisme, mais c'est des outils extrêmement précieux que le bouddhisme a développés, qui peuvent être utilisés dans un autre contexte parce qu'ils ont une valeur en eux-mêmes. Et c'est vrai que cultiver la bienveillance a une valeur universelle. Bien sûr. Et si le bouddhisme a des façons de le faire qui sont extrêmement utiles, pourquoi pas? Moi, je me rappelle avoir une sorte de réunion interreligieuse, c'était au Forum de Davos avec un imam, et chacun prend la parole. Moi, j'essayais de parler un peu comment on pouvait passer de la méditation sur l'amour altruiste, et puis ça devenait un attachement. On passait à la méditation sur l'impartialité, en étendant cet amour altruiste à tous ceux qui nous sont proches, aux étrangers, à des personnes qu'on ne connaît pas, à l'ensemble des êtres vivants, même les dictateurs, en disant puisse la haine sortir de leur esprit. Si on tombait dans une indifférence, on passait à la compassion, en pensant à la souffrance de tous les êtres intensément. Si la compassion devenait trop lourde, on passait à la célébration des qualités d'autrui. Si ça devenait un petit peu un optimisme exagéré, on revenait à la compassion, etc., etc. Et j'étais très intéressé. Il dit, on va venir vous voir au Népal. Il me disait, l'imam, parce que nous, on n'a pas toutes ces techniques
Oui. Et je pense que donc c'est utilisable par tout le monde. Ce que je viens de dire, ça concerne tout le monde. Bien sûr. On a tous un esprit à qui on fait affaire du matin au soir. On a tous besoin de davantage de bienveillance et de compassion. Et si le bouddhisme est un peu spécialisé dans l'utilisation de telles méthodes d'entraînement de l'esprit, ça peut être utile à tous. Absolument. Sans pour autant dénaturer le bouddhisme. C'est une bonne conclusion. Mathieu Ricard, je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre émerveillement avec les auditrices et auditeurs de Métamorphose. On peut vous retrouver en ce moment justement dans le magazine Féminin Bio. Vous avez eu la gentillesse de partager justement de ces belles images avec notre petit magazine en kiosque en ce moment. Ça, c'est merveilleux. Je rappelle que votre livre Émerveillement est publié aux éditions La Martinière et que, comme vos autres livres, vous reversez en fait vos droits d'auteur pour votre association. Je vous laisse. Voilà, si vous voulez en dire 2 mots, c'est le bon moment. Bien, ça fait 20 ans que nous l'avons fondé avec quelques amis chers. On a commencé par une école et une clinique au Tibet, une clinique au Népal et une en Inde. Et peu à peu, ça a fait boule de neige. D'autres bienfaiteurs nous ont rejoints. Moi, j'ai toujours donné l'intégralité, non seulement de mes droits d'auteur, mais toutes mes conférences et tout ce que je donne, tout ce que je peux acquérir. J'avais besoin de rien. Donc, ce fil en aiguille, on a fait des centaines de projets. À cette date, nous aidons 380 000 personnes par an. C'est énorme. En Inde, dans le nord de l'Inde, au Bihar et au Jharkhand, sont 2 provinces très pauvres, au Népal et au Tibet de l'Est principalement. Et donc voilà, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Ça n'a rien à voir avec des populations bouddhistes, au Tibet oui, mais ailleurs surtout pas du tout. C'est vraiment d'aider les populations les plus démunies dans des endroits où souvent les ONG ne vont pas. Au Jharkhand, il y a presque personne qui aide ces populations tribales indiennes. Donc voilà, donc c'est un belle œuvre et j'espère qu'elle continuera quand je serai 6 pieds sous terre en dessous de mon ermitage. Et donc ça s'appelle Karuna, ce qui veut dire compassion, et Sechen, c'est le nom de mon monastère au Népal. Donc l'adresse internet c'est karuna-sechen.org, c'est ça. Voilà, et Sechen, vous pouvez trouver ça. Si vous ne le trouvez pas, vous cherchez mon nom et vous trouvez. On trouve très facilement. Voilà, et sur le livre, bien entendu. Donc on a une équipe formidable certains sont des volontaires, mais on a quelques personnes salariées, mais qui sont entièrement dédiées à la cause et nous essayons d'être le plus efficace possible. Il y a un bienfaiteur qui prend tous les frais de fonctionnement, donc tous les dons vont 100% sur le terrain. Parfait. Merci beaucoup aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.